Il est rentré ce matin-là, un parfum étranger accroché à son revers de veste. Une trace légère pour le monde, mais pour moi, une évidence silencieuse. Je l'ai observé depuis ma place à la table de la cuisine, buvant mon thé déjà froid, le regard posé sur lui. Son regard a balayé la pièce, sans jamais vraiment s'arrêter sur mon visage, sur ma présence. Il a murmuré quelques mots sur une réunion tardive, sur un nouveau projet immobilier de plusieurs millions d'euros, des paroles qu'il pensait importantes. Il avait toujours cru que mon silence était une forme d'acquiescement, de soumission tranquille. Il ignorait que je ne me taisais pas par faiblesse, mais par observation. Une observation patiente, minutieuse, qui enregistrait chaque nuance, chaque fissure dans le vernis impeccable de sa vie. La vérité de son empire, tout comme la vérité de notre union, ne pouvait apparaître qu'à l'heure où les masques tomberaient enfin. Le jour se levait, doux et clair sur Paris, annonçant un tout autre commencement. Je me souviens de ce matin-là, comme si c'était hier, pourtant tant d'eau ont coulé sous les ponts de la Seine depuis. J'étais là, dans notre vaste Penthouse parisien, la lumière douce de l'aube filtrant à travers les immenses baies vitrées, caressant le marbre froid de la cuisine. J'avais 48 ans, et les rides naissantes autour de mes yeux ne trahissaient qu'une partie des silences que j'avais accumulés. Ce matin, l'air était inhabituellement calme, lourd d'une attente que seul mon cœur semblait pressentir. Antoine, mon mari, était absent depuis la veille au soir. Il n'était pas rentré, ce qui n'était plus une nouveauté, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent en moi, une clarté nouvelle, une résolution que les années de déni avaient étouffée. Quand il a enfin franchi le seuil de l'appartement, l'horloge murale indiquait presque 7 heures. Il avait l'air impeccable, comme toujours, son costume anthracite sans un pli, ses cheveux sombres parfaitement coiffés. Il dégageait cette aura de réussite qui l'avait toujours accompagné, cette assurance d'un homme qui pensait dominer le monde. Mais l'air autour de lui, ce matin-là, charriait une subtile fragrance. Un parfum que je ne portais pas, une note trop florale, trop capiteuse, qui s'accrochait encore à son revers de veste, trahissant une nuit passée dans d'autres draps. Il a d'abord souri, ce sourire un peu trop facile, destiné à masquer son retard, à balayer d'un revers de main mes inquiétudes non exprimées. Il s'attendait à ce que je me lève, que je prépare son café, que je joue la partition habituelle de l'épouse compréhensive. Mais cette fois, le silence n'était pas de l'approbation, ni de la résignation. C'était un silence lourd, pesant, annonciateur. Je suis resté assise à la table de la cuisine, mes mains posées calmement sur mes genoux, mon regard fixé sur lui. Un simple mug de café, froid depuis longtemps, trônait sur le comptoir en marbre, témoignage silencieux d'une attente vaine et d'une lassitude profonde. Antoine s'est dirigé vers la machine à espresso, son mouvement fluide, sans un regard pour moi. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Le dossier, posé bien en évidence à sa place habituelle, là où j'avais chaque matin disposé son journal. Ce n'était pas une lettre d'amour, ni un mot doux. C'était un acte de rupture, un constat sans appel. Son sourire s'est figé. La couleur a lentement quitté son visage, remplacé par une pâleur que je ne lui avais pas vue depuis des années. Ses yeux, d'habitude si vifs et dominateurs, se sont posés sur moi, d'abord avec incompréhension, puis avec une pointe de panique. Je les regardais, sans un mot, laissant les documents parler d'eux-mêmes. Le monde qu'il pensait tenir entre ses mains venait de trembler. « Bonjour, Antoine », ai-je dit d'une voix douce, presque inaudible, mais qui portait une fermeté inébranlable. « J'ai pensé que tu aimerais un petit déjeuner différent aujourd'hui. » Ma main a glissé le dossier à travers la surface lisse de la table, vers lui. Il a cligné des yeux, comme s'il cherchait à chasser une illusion. Ce n'était pas une de mes scènes dramatiques, comme il aimait le dire. C'était la fin. La fin de mon silence, la fin de notre histoire. Le regard dans mes yeux, il ne l'avait jamais vu, un mélange de tristesse et d'une détermination nouvelle, froide, résolue. Je n'étais pas né dans l'opulence, loin de là. Je venais d'une petite ville de province dans le nord de la France, où la vie était rythmée par les saisons, les fêtes de village et le travail acharné. Mon père était un artisan menuisier,
ses mains fortes racontaient des décennies de bois et d'efforts. Ma mère, institutrice, m'avait enseigné bien plus que les tables de multiplication, elle m'avait transmis le sens de la valeur, l'honnêteté, et la compassion. J'étais une jeune fille ambitieuse, une anomalie dans ce monde paisible. Alors que mes camarades rêvaient d'une vie simple et rangée, mon esprit s'évadait vers les lumières de Paris, vers un monde d'opportunités que je sentais m'attendre. J'ai travaillé sans relâche, les nuits à la lueur d'une lampe, les week-ends passés à la bibliothèque. J'ai obtenu une bourse d'études pour une grande université parisienne, un petit miracle. Arriver à Paris pour la première fois fut un choc. La ville rugissait d'une énergie folle, de gens pressés, de conversations rapides, de promesses cachées à chaque coin de rue. J'ai plongé dans mes études d'économie, déterminé à ne pas gaspiller cette chance inouïe. Je cumulais les petits boulots, serveuse dans des cafés, vendeuse le week-end, tout pour couvrir les frais que ma bourse ne prenait pas en charge. La vie était épuisante, mais chaque pas me rapprochait de la femme que je voulais devenir, une femme qui ferait la différence. C'est lors d'un gala de charité, durant ma 3e année d'université, que nos chemins se sont croisés, ceux d'Antoine Dubois et les miens. J'y travaillais, passant des plateaux de petits fours aux convives fortunés. Lui, déjà, était un nom qui montait dans le monde impitoyable de l'immobilier parisien, un entrepreneur au charme redoutable. Je l'avais remarqué avant qu'il ne me voie. Grand, confiant, riant facilement parmi des hommes 2 fois son âge, il semblait destiné à la victoire. Quand nos regards se sont enfin rencontrés, quelque chose en moi a basculé. Antoine s'est présenté avec le raffinement d'un homme conscient de son pouvoir. Mais au lieu de me dédaigner comme une simple étudiante employée, il m'a posé des questions sur mes études, mes ambitions. Je me suis souvenu avoir été surprise par l'intensité de son écoute, par la façon dont il riait de mes blagues nerveuses, par la manière dont son regard s'attardait un peu trop longtemps. Pour moi, qui ne m'étais jamais considérée comme particulièrement glamour ou mondaine, son attention était enivrante. Pour la première fois, je me sentais vu, non pas comme la fille boursière fauchée, ni comme la serveuse jonglant avec les assiettes, mais comme une femme avec des rêves dignes d'être entendue. Notre cours rapide fut un tourbillon. Dîner aux chandelles sur les toits de Paris, promenade nocturne le long de la Seine, week-end dans des propriétés qu'il empruntait à des partenaires d'affaires. J'ai été emporté dans un monde que je n'avais fait qu'entrevoir de loin. Et bien qu'il y eût quelques signes avant-coureurs, son obsession de la victoire, son téléphone qui ne cessait de sonner, une certaine brusquerie dans son ton lorsque je le questionnais, j'ai choisi de les ignorer. Je me suis dit que c'était cela, l'ambition. Que c'était le prix à payer pour réussir. Antoine, avec sa confiance magnétique, me faisait sentir que j'appartenais à ce monde scintillant. Au moment de l'obtention de mon diplôme, je n'étais plus seulement la petite amie d'Antoine, j'étais sa partenaire. Je l'aidais à rédiger ses propositions commerciales, j'écoutais ses angoisses, je célébrais ses victoires. Quand il m'a demandé en mariage sur une péniche privée sur la Seine, devant une foule de photographes, j'ai dit oui sans hésitation. Notre mariage fut couvert par les magazines de mode de vie, avec moi dans une robe sur mesure et Antoine souriant comme un homme qui avait conquis l'amour et l'empire. Mais la vérité était que j'avais déjà commencé à faire des sacrifices silencieux. Le prix de cette union, c'était moi qui l'avais payé, sans même m'en rendre compte au début. J'avais refusé une offre d'emploi très prometteuse dans une organisation non gouvernementale prestigieuse, pour me concentrer sur notre mariage, sur lui. Je me suis adapté à son monde, apprenant l'art d'organiser des dîners pour les investisseurs, de sourire poliment aux femmes qui me regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain, comme si je ne leur appartenais pas. Je me suis convaincu que ce n'était que temporaire, que mes propres rêves pouvaient attendre, que construire l'empire d'Antoine ensemble serait suffisant. Les années ont passé. Sa fortune a grandi, son nom est devenu synonyme de puissance dans le monde de l'immobilier parisien. Et moi, Éléonore, j'ai appris à vivre dans l'ombre de son ambition. J'ai pourtant gardé ma douceur. Je continuais à faire du bénévolat discrètement, à croire aux petites gentillesses. J'avais cette capacité à faire en sorte que les gens se sentent vus, même quand moi-même je me sentais invisible.
Mais derrière les portes closes de notre pentouse, des fissures ont commencé à apparaître. Antoine rentrait plus tard, ses explications devenaient plus minces, son tempérament plus vif. Et moi, autrefois si sûr de ma valeur, j'ai commencé à me demander si j'avais encore la moindre importance à ses yeux. La solitude s'est installée, immense, dans ces pièces luxueuses qui devaient être notre havre. Les rires du début ont fait place au silence pesant, et les lumières de la ville, que je contemplais depuis notre balcon, me semblaient parfois moqueuses. Je me souviens de ces soirées où je préparais méticuleusement un repas spécial, avec son vin préféré, espérant qu'il serait là, que nous aurions un de ces dîners intimes dont je me souvenais avec tant de nostalgie. Mais le plus souvent, les bougies brûlaient à moitié avant qu'un message laconique n'arrive, annonçant un dîner d'affaires imprévu, ou une réunion tardive. Mon assiette restait pleine, son côté de la table vide. Je me forçais à manger seul, la nourriture sans saveur, la gorge serrée par une tristesse que je refusais de nommer. Je me disais que c'était le prix du succès, le revers de la médaille. Que tous les grands hommes exigeaient ce genre de sacrifice. Je me le répétais, encore et encore, jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Les appels manqués, les messages non répondus, étaient devenus la norme. Quand je réussissais à la voir au téléphone, sa voix était souvent distante, pressée, et ses réponses évasives. « Ne t'inquiète pas, mon amour, c'est juste une affaire compliquée, disait-il. Ou, je ne peux pas en parler maintenant, Éléonore, je suis en pleine discussion. Je sentais cette froideur monter, lentement, insidieusement. C'était une sensation étrange, comme de voir une fleur se faner au ralenti, sans pouvoir rien faire pour la sauver. La femme que j'avais été, pleine de vie et de projets, commençait à se dissoudre dans cette ombre envahissante. Je devenais l'épouse de l'image, pas de l'homme. C'était une progression lente, insidieuse, presque imperceptible au début. Un voile se levait petit à petit, révélant une réalité que je refusais d'affronter. Les signes étaient là, ténus, puis de plus en plus évidents, comme des cailloux semés sur un chemin sombre. Un jour, en rangeant son dressing, une subtile odeur de parfum, différente de la mienne, s'est échappée de l'une de ses chemises impeccables. Pas une simple trace, mais une présence entêtante, étrangère, qui s'est accrochée à mes narines et à mon esprit. Une morsure froide. Je l'ai écartée, me disant que c'était peut-être une collègue, une cliente, une erreur. Le déni est un refuge puissant, même face à l'évidence. Puis, les murmures ont commencé. Ces petits chuchotis que l'on perçoit dans les galas mondains, ces regards qui s'attardent un peu trop longtemps, ces sourires forcés. Antoine Dubois et sa nouvelle protégée. J'entendais des bribes de conversation, des noms prononcés à voix basse. Solange Vasseur. Le nom a commencé à résonner en moi, d'abord comme un écho lointain, puis comme un gong sourd. J'observais Antoine, son air toujours aussi arrogant, et la façon dont il écartait mes questions d'un geste. Il me faisait sentir irrationnel, jalouse sans raison. J'ai alors cherché des excuses, des justifications, pour ne pas briser l'image parfaite que nous projetions, pour ne pas affronter la douleur inévitable. C'est au milieu de ce doute lancinant que j'ai découvert ma grossesse. Une bouffée d'air frais, un rayon de soleil inattendu dans un ciel assombri. Mon cœur a gonflé d'un espoir nouveau, immense. Un enfant. Peut-être que cela, enfin, pourrait nous ramener l'un à l'autre. Peut-être qu'Antoine ralentirait, se souviendrait de l'amour qui nous avait unis autrefois. Pendant un bref instant, j'y ai cru. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, j'ai vu une lueur dans ses yeux, une tendresse fugace qu'il avait oubliée. Il a embrassé mon ventre naissant, murmurant des promesses d'être le meilleur des pères, de commencer un nouveau chapitre. Je l'ai cru, car je voulais le croire, car l'amour, même meurtri, s'accroche désespérément à l'espoir. Mais la réalité fut plus cruelle. À mesure que mon ventre s'arrondissait, sa distance grandissait. Tandis que je passais mes nuits seul, à plier de minuscules vêtements de bébé, à imaginer une chambre d'enfant douce et apaisante, Antoine passait les siennes dans des suites d'hôtels, à des réceptions où, j'en étais presque certaine, dans les bras d'une autre femme. Je sentais ce glissement, comme un couteau lent et régulier.
La façon dont il ne me touchait plus, dont son regard dérivait ailleurs, le parfum persistant sur ses costumes. Chaque petite trahison coupait plus profondément que la précédente, jusqu'à ce que je ne puisse plus ignorer ce qui se passait. Un soir, en rangeant son bureau, j'ai entendu sa voix à travers la porte entr'ouverte, parlant à un collègue au téléphone. Il parlait de moi. Elle est si fade maintenant, confiait-il. Tout ce dont elle parle, c'est du bébé, de la chambre, des visites chez le médecin. J'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de me sentir vivant. Le monde s'est arrêté de tourner. Les mots étaient des pierres, frappant directement mon cœur, brisant ce qui restait de mon déni. Le temps des doutes était révolu. Les murmures et les odeurs fugaces avaient cédé la place à une réalité crue, indiscutable. Je ne pouvais plus fermer les yeux, ni me cacher derrière des excuses illusoires. La trahison d'Antoine avec Solange Vasseur était devenue une évidence, non pas par une confession, mais par une accumulation de faits. Je n'ai pas éclaté en sanglots ni crié, j'ai agi avec une froideur que je ne me connaissais pas. Mon cœur saignait, mais mon esprit, lui, s'était aiguisé. Je devais comprendre, non pas pour le confronter dans un accès de rage, mais pour me préparer à l'inévitable, à une séparation qui devait préserver ma dignité et l'avenir de mon enfant. J'ai commencé à recueillir des informations, discrètement, presque silencieusement, comme une ombre dans notre propre maison. Des messages échangés, des détails de son agenda qui ne correspondaient pas à ses récits, des réservations dans des hôtels de luxe à quelques kilomètres de nos lieux de dîner professionnels. Ce n'étaient pas des preuves directes, mais des indices, des pièces d'un puzzle macabre qui s'assemblaient inexorablement. Je fouillais sans remords, poussé par une douleur qui surpassait la culpabilité d'espionner l'homme que j'avais aimé. Chaque nouvelle découverte était un coup de marteau sur mes dernières illusions, mais aussi un pas vers ma libération. Un soir, lors d'un vernissage d'art contemporain, j'ai vu Antoine et Solange. Ils se tenaient un peu trop proches, riant un peu trop fort. Les regards autour d'eux étaient chargés de sous-entendus, des regards compatissants vers moi, des regards complices vers eux. C'était une humiliation silencieuse, publique, mais que je pouvais désormais affronter sans trembler. Mon visage restait impassible, ma posture droite. Je n'étais plus la femme qui cherchait l'approbation d'autrui, ni celle qui craignait le jugement. J'étais une femme qui observait, qui apprenait, qui se préparait. C'est ce soir-là, en rentrant, que j'ai pris ma décision, claire et nette. Je devais envisager l'aspect légal, me protéger, protéger notre enfant. Il n'était plus question de pardon, mais de survie. Le coup de grâce est venu quelques jours plus tard, par le biais d'un article de Presse People, comme tant d'autres que je feuilletais distraitement. Une photo, prise lors d'un événement caritatif. Solange Vasseur, souriante, bras dessus bras dessous avec Antoine. Et autour de son cou, scintillant sous les flashs, se trouvait le pendentif en saphir que mes parents m'avaient offert le jour de notre mariage. Ce n'était pas un bijou coûteux pour Antoine, mais pour moi, c'était un trésor sentimental, un symbole de pureté, d'amour filial. Le voir sur elle, affiché avec une insolence déconcertante, a été un choc violent. Une douleur aiguë, plus profonde que la trahison elle-même, a traversé mon corps. Ce n'était pas de l'argent qu'il lui avait donné, c'était une partie de mon âme, de mon histoire. Ce geste a détruit ma dernière once de confiance, de respect pour l'homme que j'avais épousé. C'était plus qu'une preuve, c'était une profanation. J'ai senti en moi un froid intense, une détermination inébranlable prendre le dessus sur la douleur. Ma décision était désormais gravée dans le marbre. Je ne pouvais plus me cacher, ni subir en silence. Le temps de la résignation était révolu. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être affrontée avec dignité. Mon premier pas fut de chercher Romain Vidal, un avocat que je connaissais depuis nos années d'université. Romain, autrefois un étudiant brillant et discret, était devenu un juriste respecté, réputé pour son intégrité inébranlable et sa clarté d'esprit. Le rencontrer, dans son bureau sobre aux allures haussmanniennes, fut comme retrouver un ancrage. Je lui ai tout raconté, non sans une certaine émotion contenue, mais avec une détermination qui me surprenait moi-même.
Il a écouté attentivement, ses yeux pleins de compréhension, loin de tout jugement. Sa présence, calme et rassurante, fut un baume inattendu. Il m'a prodigué des conseils juridiques clairs, bien sûr, mais bien plus encore, il m'a offert un soutien moral sincère, un espace où je pouvais me sentir écouté et protégé. Il m'a aidé à consolider la paperasse, à préparer les démarches sans bruit, loin des regards indiscrets et des commérages. Mon cœur, alourdi par tant de non-dits, ressentait enfin une lueur d'apaisement. Je n'étais plus seul dans cette bataille silencieuse. Quelques semaines plus tard, vint le grand rendez-vous annuel, le gala de charité à l'Opéra Garnier, un événement où tout le gratin parisien se devait d'être vu. Antoine avait insisté pour que nous y allions, pour maintenir les apparences, me dit-il, comme s'il contrôlait encore le moindre aspect de notre vie. Mais cette fois, ma présence n'était pas destinée à soutenir son illusion, mais à affirmer la mienne. J'ai choisi une robe de soirée en soie émeraude, une couleur qui épousait les courbes de ma grossesse, désormais bien visible, mais avec une élégance qui disait la force retrouvée. Je n'avais plus à cacher mon état, ni ma douleur passée. En entrant dans la salle somptueuse, sous les lustres étincelants et les fresques majestueuses, un silence léger a parcouru l'assemblée. Les têtes se sont tournées, les chuchotis ont commencé, mais je n'ai pas baissé les yeux. J'ai marché, la tête haute, chaque pas mesuré, ma dignité pour seule parure. Il n'y avait pas de faiblesse en moi, pas d'agressivité. Juste une présence, calme et souveraine. Antoine, à mes côtés, a tenté de jouer son rôle d'époux parfait. Il m'a souri pour les photographes, a murmuré quelques mots à mon oreille, des compliments forcés que je n'écoutais plus. Mais je maintenais une distance subtile entre nous, une bulle invisible que je ne lui permettais pas de franchir. Nos bras n'étaient pas entrelacés, nos mains ne se cherchaient pas. C'était une chorégraphie millimétrée, exécutée à la perfection pour un public qui, je le savais, discernait chaque nuance. Les regards des autres se posaient sur nous, certains empreints de curiosité, d'autres de pitié, mais beaucoup aussi d'une forme d'admiration pour cette femme qui, malgré les rumeurs et les humiliations, tenait bon. J'ai aperçu Solange Vasseur, drapée dans une robe rouge éclatante, son rire un peu trop strident, son regard cherchant le nôtre. Mais je ne lui ai pas accordé un seul instant, pas une fraction de seconde d'attention. Son existence était devenue insignifiante, un simple détail dans l'histoire que je réécrivais. La façade d'Antoine s'est fissurée un instant, une pointe d'agacement transperçant son sourire de circonstance. Il comprenait que son scénario lui échappait. Bien plus tard dans la soirée, alors que les conversations s'animaient et que la musique enveloppait la salle, j'ai trouvé le moment opportun. Sans un mot, j'ai salué quelques connaissances, puis me suis dirigé vers la sortie. Les flashs des photographes crépitaient à l'extérieur, capturant mon départ solitaire. Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai pas répondu aux questions que l'on me murmurait. Mon silence était ma réponse, ma démarche assurait mon message. C'était une décision. Une décision forte, prise avec l'élégance du détachement. Je ne fuyais pas. Je me retirais, pleinement consciente, pleinement maître de mes choix. Mon geste, dénué de toute parole, en disait plus que n'importe quel discours passionné. Ce soir-là, en quittant ce lieu de faste et d'hypocrisie, je savais que je n'étais plus l'ombre d'Antoine, mais le propre chemin d'Éléonore, s'ouvrant vers une lumière nouvelle. Mon retrait de ce gala fastueux n'avait été que le prélude à une phase plus silencieuse, plus méthodique, celle de la rupture définitive. Romain Vidal, avec sa discrétion d'acier et sa rigueur professionnelle, orchestrait les démarches de divorce loin des projecteurs, dans l'ombre feutrée des cabinets d'avocats parisiens. Antoine, lui, restait campé sur ses certitudes. Il pensait que l'argent, sa fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, lui permettrait de contrôler n'importe quelle situation, de museler n'importe quelle vérité. Son arrogance était une armure, un rempart derrière lequel il se croyait intouchable. Il s'attendait à ce que je me débatte, que je réclame, que je fasse scandale, selon les schémas habituels de ces unions qui s'effondrent. Mais j'avais choisi une autre voie, celle de la dignité et de la stratégie. Les premières fissures dans son empire n'ont pas été des explosions publiques, mais des articles pointus,
des brèves dans les colonnes économiques de journaux comme Les Échos ou Le Monde Économie. Des articles qui, avec une froideur analytique, commençaient à soulever des questions sur certains montages financiers complexes, sur des partenariats obscurs impliquant des sommes considérables, parfois plusieurs dizaines de millions d'euros, que Romain avait habilement mis en lumière. Ce n'était pas un procès public, mais une érosion lente et insidieuse de sa réputation, une mise en doute de l'intégrité même sur laquelle il avait bâti sa fortune. J'observais de loin, sans haine, mais avec une lucidité nouvelle. Je réalisais à quel point son pouvoir était finalement une illusion, une construction fragile reposant sur des fondations que le moindre examen un peu poussé pouvait faire trembler. Il n'était pas le titan inébranlable qu'il prétendait être, mais un homme aux pieds d'argile, aveuglé par sa propre grandeur. Antoine a tenté de me joindre. Des appels insistants, des messages qui passaient de la colère aux supplications, puis à une froide tentative de manipulation. Une fois, il a réussi à obtenir de Romain une rencontre avec moi, une dernière. C'était dans un café discret du 6e arrondissement. Il est arrivé, son visage tendu, le regard fuyant. Il a commencé par une tentative de justification, minimisant ses fautes, parlant de malentendus, de pression professionnelle. Puis, il est passé à la menace à peine voilée. Il a évoqué notre enfant, le scandale que cela pourrait créer, le poids de la situation pour un nouveau-né. Il a essayé de jouer sur ma corde sensible, de me faire douter de ma propre force. Il a même évoqué des chiffres, quelques millions d'euros supplémentaires pour assurer ton silence, Éléonore, pour le bien de l'enfant. Ces mots étaient comme des coups de fouet, cherchant à me ramener à mon ancienne moi, celle qui se laissait intimider, celle qui sacrifiait tout pour la paix. Mais cette femme n'existait plus. Mon regard ne tremblait pas. Ma voix, quand je lui ai répondu, était calme, posée, sans une once d'émotion superflue. Antoine, ai-je dit, ce n'est pas une question d'argent, ni de scandale. C'est une question de vérité et de respect. Je n'ai plus d'illusions. Et mon enfant ne grandira pas dans le mensonge. Il a tenté de m'interrompre, de reprendre le contrôle du récit, de me faire douter de la force des preuves que nous avions. Mais ma détermination était inébranlable. Je ne suis pas tombé dans son piège émotionnel, ni dans ses menaces financières. J'ai compris à cet instant que sa puissance n'était qu'une façade, et que la mienne, silencieuse et profonde, était bien plus redoutable pour lui. L'idée que son empire puisse s'effondrer le terrorisait plus que la perte de mon amour. Il voulait contrôler chaque aspect de sa vie, et je lui échappais totalement. Il était un homme acculé, désespéré de sauver les apparences, un homme dont l'ego fragile ne supportait pas la moindre fissure. Je l'ai laissé là, seul à sa table, avec ses derniers mensonges. Romain Vidal, avec la patience d'un artisan et la précision d'un horloger, a ensuite présenté les preuves. Ce n'étaient pas des révélations tonitruantes à la une des journaux, mais des dossiers épais, des documents légaux impeccablement ficelés, révélant des irrégularités dans les transferts de fonds, des sociétés écrans, des participations cachées dans des projets valant des centaines de millions d'euros. Ces éléments, cumulés, peignaient le tableau d'une gestion plus qu'hasardeuse, flirtant parfois avec l'illégalité. Antoine s'est retrouvé piégé. Ses avocats, d'abord sur deux, ont dû admettre l'irréfutabilité des faits. Les conditions de notre divorce, négociées fermement par Romain, sont devenues inévitables. Il a perdu une part substantielle de sa fortune, mais bien plus encore, il a perdu sa crédibilité, son image d'homme d'affaires irréprochable. Je n'étais pas là pour assister à sa capitulation finale, mais j'en ai ressenti l'écho. On m'a raconté qu'il était resté assis des heures, seul dans son grand bureau vitré, regardant le panorama de Paris qu'il pensait dominer. Son visage était pâle, ses épaules courbées, un homme abattu. Il ne savait plus quoi dire, comment reprendre le contrôle du récit. Pour la première fois dans sa vie si minutieusement orchestrée, il était démuni, face à une perte qu'aucun de ces millions d'euros ne pourrait compenser. Une perte d'estime, de respect, d'une confiance qu'il avait lui-même piétinée. Il avait cru que tout s'achetait, que tout se manipulait. Il découvrait que la dignité et la vérité avaient un prix que même sa fortune colossale ne pouvait atteindre. C'était la fin de son règne, la fin de sa version de notre histoire.
Il était seul, face au vide qu'il avait créé. Si vous êtes encore à l'écoute, je vous invite à laisser un commentaire avec le chiffre ci-dessous, pour me faire savoir que vous êtes là, à mes côtés, tout au long de ce voyage. Votre présence est le plus grand des encouragements pour que je puisse vous raconter la dernière partie de cette histoire. Le silence qui a suivi la tempête n'était pas un vide, mais une toile vierge, vaste et prometteuse. Le divorce prononcé, avec la diligence discrète de Romain, a marqué un nouveau chapitre, non pas par une victoire éclatante, mais par une libération intérieure. Le Penthouse, autrefois symbole de mon enfermement doré, est devenu mon refuge, mon espace de reconstruction. J'ai commencé par le transformer, non pas par des rénovations grandioses, mais par des touches personnelles, des éléments qui reflétaient enfin mon âme. Les œuvres d'art choisies par Antoine ont cédé la place à des créations plus douces, des tableaux aux couleurs apaisantes, des sculptures aux formes organiques. Les étagères se sont remplies de livres que j'aimais, de romans qui me faisaient voyager, d'essais qui nourrissaient ma réflexion. Chaque objet déplacé, chaque meuble réagencé était un acte de réappropriation, une façon de chasser les fantômes du passé pour inviter la lumière du présent. Le marbre froid a retrouvé la chaleur des tapis moelleux, et les vastes pièces, jadis impersonnelles, se sont imprégnées d'une atmosphère intime, réconfortante. Elles respiraient enfin. Au milieu de cette transformation, ma plus grande joie, mon ancre, était la perspective de la maternité. Gabriel, mon fils, est venu au monde un matin de printemps, apportant avec lui une tendresse et un amour inconditionnel que je n'avais jamais ressenti avec une telle pureté. Tenir ce petit être dans mes bras, sentir ses petits doigts s'enrouler autour des miens, c'était la paix, une paix profonde et inaltérable. Chaque biberon donné, chaque couche changée, chaque sourire de bébé était un rappel de ce qui était réellement important, de l'amour vrai, sans artifice ni faux semblant. Ma vie ne tournait plus autour des apparences ou des attentes d'Antoine, mais autour des besoins et de l'innocence de mon fils. Cette nouvelle responsabilité, loin de m'écraser, m'a donné une force que je ne soupçonnais pas. Je me sentais plus ancrée, plus présente, plus moi-même que jamais. Avec l'arrivée de Gabriel, mes anciennes passions, longtemps enfouies sous le poids des obligations mondaines, ont refait surface. J'ai repris mes lectures avec un appétit nouveau, redécouvrant la beauté des mots et des idées. J'ai commencé à peindre à nouveau, des toiles abstraites aux couleurs vives, un exutoire silencieux pour toutes les émotions que j'avais longtemps refoulées. Mais surtout, le désir de donner un sens plus large à mon expérience s'est imposé à moi. Je voulais transformer ma douleur en un levier pour aider d'autres femmes. C'est ainsi qu'est née l'idée de la Fondation Lumière Nouvelle. Je l'ai imaginée comme un phare, un lieu où les femmes ayant traversé la trahison, l'abandon, ou la violence psychologique pourraient trouver un soutien, une écoute, des ressources pour se reconstruire. J'ai commencé petit, avec l'aide précieuse de Romain. Il m'a guidé dans les méandres administratifs, m'a conseillé sur les structures juridiques, sans jamais me pousser, toujours avec cette patience et cette bienveillance qui le caractérisaient. Nous avons aménagé un petit espace, d'abord dans un local prêté, puis dans des bureaux plus adaptés au fur et à mesure que la fondation prenait de l'ampleur. Je me souviens des premières rencontres, des visages marqués par la douleur, des récits qui résonnaient avec les miens. Chaque témoignage que j'écoutais, chaque main que je tenais, chaque femme que je voyais retrouver un peu d'espoir, renforçait ma conviction. Ce n'était pas une œuvre de charité pour apaiser ma conscience, mais une mission, une extension naturelle de mon propre cheminement. Ma vie avait un nouveau sens, un sens qui dépassait largement les murs de mon Penthouse, un sens qui se tissait dans les liens d'entraide et de sororité. Romain Vidal est resté un ami fidèle, un confident précieux. Sa présence dans ma vie était une constante, un pilier solide sur lequel je pouvais m'appuyer. Il venait me rendre visite, parfois pour parler de la fondation, parfois simplement pour partager un café, observant Gabriel grandir avec un sourire sincère. Notre relation n'avait pas basculé dans une romance précipitée, ni dans un « amour de rebond » comme on dit parfois. Elle était bien plus profonde, construite sur le respect mutuel, la confiance inébranlable et une compréhension silencieuse de nos parcours respectifs. Il n'essayait pas de combler un vide, mais de compléter ma nouvelle plénitude par une amitié authentique.
Il me rappelait sans cesse la femme que j'avais toujours été, celle que j'avais oubliée sous les couches de compromis et de sacrifices. Sa présence était un rappel que l'on peut aimer de différentes manières, et que l'amour le plus vrai n'a pas besoin de faste ou de prétention. Il est simple, honnête, et réconfortant. Mon bonheur n'était plus lié à l'extérieur, au jugement ou aux attentes d'autrui. Il était en moi, dans ce nouveau rôle de mère, dans cette mission de vie que je m'étais choisie, et dans ces amitiés sincères qui nourrissaient mon âme. Je renaissais, dans le silence fertile de ma nouvelle existence. Ma renaissance n'avait pas besoin d'applaudissements bruyants ni de justifications publiques. Elle se manifestait dans le silence, dans la constance de mes choix et dans la sérénité retrouvée. Je n'ai pas cherché à faire la une des magazines, à me parer d'une gloire éphémère. Mon chemin s'est dessiné à travers des actions plus profondes, plus ancrées. J'ai commencé à assister à certains événements sociaux, non pas par obligation mondaine ou pour me venger, mais pour représenter la Fondation Lumière Nouvelle. Ces apparitions étaient calculées, discrètes, et pourtant elles parlaient d'elles-mêmes. Je ne portais plus le masque de l'épouse soumise, ni celui de la femme brisée. Ma posture était droite, mon regard clair, et ma voix, lorsque je prenais la parole pour parler des projets de la Fondation, était empreinte d'une conviction tranquille. J'ai remarqué que les regards avaient changé. Ceux qui autrefois me jugeaient ou me plaignaient, me traitaient désormais avec un respect sincère, un respect non pas pour mon ancien statut, mais pour la femme que j'étais devenue. Ils voyaient l'authenticité, la force tranquille qui émanait de moi, une force qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la fortune. Les conversations étaient plus vraies, les connexions plus profondes. Je réalisais que la véritable valeur ne résidait pas dans les apparences, mais dans l'intégrité de l'être. Ce monde que j'avais tant de fois observé de loin, je le traversais désormais avec ma propre lumière, non plus celle que l'on m'avait prêtée. La validation la plus précieuse ne venait pas des soirées mondaines, mais des lettres, des mots de remerciement qui affluaient à la Fondation. Des femmes, marquées par des histoires de trahison et d'abandon, me confiaient leurs espoirs et leurs peines. Leurs récits résonnaient avec le mien, et à travers leurs yeux, je voyais le reflet de mon propre passé. Ces témoignages étaient un baume, la preuve tangible que ma douleur n'avait pas été vaine. Chaque fois qu'une femme retrouvait un emploi, qu'elle parvenait à quitter une situation abusive, qu'elle souriait à nouveau, c'était une victoire. Non pas ma victoire, mais la nôtre, celle de toutes celles qui refusaient de rester dans l'ombre. Mon cœur, qui avait été si lourd, se sentait désormais léger, rempli d'une compassion que le pardon m'avait enseignée. Toute trace de colère ou de désir de représailles s'était évanouie, remplacée par une compréhension plus profonde de la nature humaine et par une bienveillance désintéressée. La véritable puissance n'était pas de démolir, mais de reconstruire, de semer l'espoir là où il n'y avait que désolation. Ma victoire réelle n'était pas d'humilier autrui, mais de me reconstruire avec dignité, et d'aider d'autres à faire de même. Au fil des mois, les nouvelles d'Antoine et de Solange parvenaient parfois à mes oreilles, des fragments d'informations glanés çà et là, dans un article de presse éphémère ou un écho de conversation. Antoine avait perdu une grande partie de son influence, ses affaires s'étaient détériorées, et son nom, autrefois synonyme de puissance, était désormais murmuré avec une certaine pitié ou indifférence. Quant à Solange, elle avait disparu du circuit, son éclat fané, son ascension brisée. En apprenant cela, je n'ai ressenti aucune satisfaction malsaine. Leur destin s'était déroulé selon leurs propres choix, les conséquences naturelles de leurs actions. Mon regard sur eux était objectif, détaché, comme on observe un événement lointain qui ne nous touche plus. Ils étaient devenus des figures du passé, des personnages d'une histoire qui n'était plus la mienne. Mon esprit était libre, non pas par le bonheur de leur malheur, mais par la compréhension que leur histoire n'avait plus le pouvoir de me définir. Gabriel grandissait, un petit être lumineux qui remplissait ma vie de rire et de découvertes. Un après-midi, alors qu'il jouait sur le tapis du salon, il a posé une question sur son père, avec l'innocence de l'enfance. C'était un moment délicat, mais je savais que la vérité, même imparfaite, était le plus beau des héritages. Je me suis assise à côté de lui, ma voix empreinte de douceur et de sincérité. Ton père, Gabriel, a fait des erreurs.
Des erreurs qui nous ont éloignés, lui et moi. Mais ces erreurs ne te définissent pas. Tu es ta propre personne, et tu grandiras avec amour, pas avec des mensonges. Ce qui compte, c'est l'amour que l'on porte dans son cœur, la gentillesse que l'on offre au monde. Son petit visage, attentif, semblait comprendre. Ce n'était pas une leçon de morale, mais une affirmation de vie, un message d'espoir et de résilience que je voulais lui transmettre. Romain, au fil des ans, est devenu bien plus qu'un ami. Notre relation a évolué, lentement, naturellement, loin des pressions et des attentes que le monde avait autrefois placées sur moi. Il était un compagnon, un confident, un soutien inébranlable, toujours là, avec sa présence calme et réconfortante. Nous partagions des dîners simples, des conversations profondes, des silences complices. Il n'a jamais cherché à prendre la place d'Antoine, ni à forcer le cours des choses. Il respectait mon parcours, ma force, et mon besoin de me reconstruire à mon propre rythme. Sa présence à mes côtés était la preuve qu'il est possible de bâtir un lien authentique, basé sur la confiance, le respect mutuel et une compréhension profonde de l'autre, des valeurs bien plus solides que l'éclat éphémère de la richesse ou du pouvoir. Ma vie, autrefois un chaos silencieux, avait trouvé son harmonie, son rythme propre, son propre retentissement de dignité. Assise sur le balcon de mon Penthouse, les lumières de Paris s'étendaient devant moi, un tapis scintillant sous un ciel d'encre. La ville, autrefois témoin silencieux de mes tourments, semblait désormais une complice bienveillante, vibrante d'une énergie que je reconnaissais en moi. Le temps avait passé, emportant avec lui les cendres de mon ancienne vie, et laissant derrière lui la paix, une paix profonde et inattendue. Ce n'était pas la paix de l'oubli, car on n'oublie jamais vraiment les chemins parcourus, mais celle de l'acceptation, de la compréhension. Mon parcours, de l'effondrement à la renaissance, s'était achevé. Je n'étais plus la femme qui cherchait à plaire, à s'adapter, à se fondre dans l'ombre d'un autre. J'étais Éléonore, entière, libérée de toutes les chaînes invisibles que les attentes sociales et mes propres peurs avaient forgées. Les illusions s'étaient dissipées, une à une, révélant la vérité nue, mais aussi la force insoupçonnée qui sommeillait en moi. Je n'avais plus besoin de validation extérieure, de l'approbation d'un homme ou d'un statut. Ma valeur, je la trouvais en moi-même, dans l'amour de mon fils Gabriel, dans la mission que je m'étais donnée à travers la Fondation Lumière Nouvelle. Chaque femme aidée, chaque sourire retrouvé, était un miroir de ma propre guérison, un témoignage que la vie, même après la plus grande des trahisons, peut s'épanouir dans une beauté renouvelée. Romain était à mes côtés, non comme un remplaçant, mais comme un compagnon fidèle, un ami dont la présence apaisait mon âme sans jamais l'enfermer. Sa confiance, son respect, étaient des fondations solides sur lesquelles nous construisions un présent serein. Antoine avait échoué, non pas par manque d'argent, ce n'était certainement pas le cas, il avait des centaines de millions d'euros, une fortune bâtie à la sueur de son ambition. Il n'a pas non plus manqué de pouvoir, car son influence s'étendait loin dans les cercles d'affaires. Sa véritable chute venait de son incapacité profonde à voir au-delà des apparences, à son habitude de juger les êtres par leur façade, leur statut social ou leur silence. Il avait perçu mon calme comme une faiblesse, ma discrétion comme un manque d'ambition. Dans son aveuglement, nourri par une arrogance démesurée, il avait méprisé l'essence même de la femme qu'il avait épousée, celle qui était restée à ses côtés, soutien invisible mais essentiel. Les conséquences de cette cécité furent terribles. Il a tout perdu, non seulement une partie de son patrimoine, mais aussi son honneur, sa réputation, des biens immatériels bien plus précieux que toutes les richesses qu'il avait amassées. Son empire s'est effondré, non par une attaque frontale, mais par l'érosion lente de la confiance et de la vérité qu'il avait ignorée. Il a appris, à ses dépens, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la taille de son portefeuille, ni à la hauteur de son Penthouse. La racine de la trahison d'Antoine ne se trouvait pas dans une quelconque carence de ma part. Je n'étais pas moins que Solange Vasseur, je n'étais pas ennuyeuse ou fade comme il l'avait si cruellement suggéré. Non. La cause profonde de ses actes venait de lui-même, de son insécurité abyssale, de la fragilité de son ego. Antoine avait un besoin insatiable de se sentir adoré, d'être le centre de toutes les attentions,
d'être constamment rassuré sur sa propre virilité et son pouvoir. Il cherchait dans les conquêtes faciles et les feux de la rampe une validation externe qu'il ne pouvait trouver en lui-même. Face à une femme comme moi, qui était devenue autonome, qui portait en elle une force silencieuse et inébranlable, il ne pouvait que se sentir menacé, incapable de nourrir son besoin constant d'être le point focal de l'admiration. Il a succombé à ses propres démons intérieurs, à ce besoin maladif d'être le plus fort, le plus désiré, s'effondrant non pas sous mes attaques, mais sous le poids de son propre vide. Sa trahison fut le reflet de sa peur de la véritable force, celle qui ne s'impose pas, mais qui rayonne. Ma vraie victoire, celle que je chéris plus que tout, n'a jamais été de me venger, de l'humilier publiquement ou de crier ma douleur. La victoire n'était pas dans la destruction, mais dans la construction. Mon triomphe réside dans le fait d'avoir su préserver ma dignité, de m'être éloigné de lui sans chercher à justifier mes choix par des cris ou des reproches. Je suis parti, non pas dans le déni, mais dans le silence d'une compréhension profonde, sans acrimonie ni ressentiment. Mon objectif n'était pas de le détruire, mais de me retrouver, de vivre en accord avec mes valeurs fondamentales, de bâtir une vie remplie de sens pour moi et pour mon enfant. Cette force, je l'ai trouvée en moi-même, en acceptant ce qui avait été, en pardonnant, non pas pour lui, mais pour ma propre paix intérieure. La véritable grandeur ne se mesure pas à la quantité de mal que l'on peut infliger, mais à la capacité de se relever, de grandir, de rayonner, même après les plus sombres des épreuves. La dignité est une armure plus forte que l'or, et la liberté intérieure, une richesse inestimable. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Et vous, chers amis, après avoir écouté cette histoire, quelle est la leçon la plus précieuse que vous en retirez? Voilà. Le récit que je voulais vous confier, l'histoire de mon cheminement, s'achève ici. J'espère qu'elle aura résonné en vous, qu'elle aura, peut-être, éclairé quelques-unes de vos propres réflexions. Que pensez-vous de la décision que j'ai prise, celle de quitter Antoine et de me reconstruire? Auriez-vous agi différemment si vous aviez été à ma place, confronté à un tel tumulte? Partagez vos pensées et vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous, je les lis toujours, un par un, avec une grande attention et un cœur ouvert. Votre présence et vos mots sont précieux pour moi. Si cette histoire vous a touché ou vous a invité à la réflexion, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est un petit geste qui compte énormément. N'hésitez pas également à la partager avec quelqu'un qui, vous le sentez, pourrait trouver en elle un écho, un soutien, ou simplement une source d'inspiration. Enfin, pour ne pas manquer nos prochaines confidences, ces récits de vie qui nous enseignent tant sur nous-mêmes et sur le monde, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau partage. Et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être votre propre lumière qui guidera nos pas. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.